Yuta Okkotsu, le plus fort des exorcistes après Gojo Satoru, fait sa grande arrivée dans la colonie de Shinjuku. Sans plus attendre, il déploie son extension du territoire, étant l'une des extensions les plus puissantes du manga. Le roi des fléaux est piégé dans l'amour universel et sans équivoque, qui risque d'être son tombeau. Yuji Itadori intègre le territoire et l'objectif est d'acculer Sukuna jusqu'à extirper son âme du corps de Megumi. La conclusion est proche, mais est-ce que le roi des fléaux va vraiment se faire avoir si facilement ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Grosse annonce les amis, à partir de demain soir, je serai en live tous les soirs à partir de 21 h sur Twitch pour découvrir Berserk avec vous. Vous m'avez conseillé de lire ce manga, du coup on va le découvrir en live tous ensemble. Si ça me plaît bien, il y aura peut-être même des vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à passer si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'œuvre avec moi. Aujourd'hui on va parler du chapitre 249 et pour moi le bilan est en demi-teinte. La fin du chapitre était complètement folle avec l'extension de Yuta qui est juste magnifique. Mais personnellement je suis un peu déçu du traitement de Kenjaku au début du chapitre. Pour moi Kenjaku va forcément revenir parce que ce serait un gâchis monstrueux d'en finir avec un tel personnage aussi rapidement. Sukuna est face aux deux personnages principaux de l'œuvre qui comptent bien en finir avec lui dans le territoire. Le sort d'inversion de Sukuna sera rétabli d'une minute à l'autre, c'est donc la dernière chance des alliés pour le vaincre. Je vais vous émettre mes théories sur le retour de Kenjaku, on va expliquer en détail l'extension de Yuta et enfin on va théoriser sur ce qui pourrait se passer ensuite. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça m'aide beaucoup et surtout venez sur Twitch, on s'y retrouve tous les soirs à partir de 21 h. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Itadori! Le chapitre démarre sur un retour aux événements du 243. Yuta, après avoir décapité la tête de Kenjaku, doit faire face au fléau du sort de Geto, la manipulation des fléaux. Comme Toji le craignait, en tuant Geto, ce dernier perd le contrôle des fléaux qu'il a soumis. Par conséquent, lorsqu'il meurt, tous ces fléaux sont libérés d'un coup. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Seulement, Yuta avait anticipé cette tournure, par conséquent il invoque Rika pour qu'elle gère les fléaux libérés. Kenjaku profite de la zizanie pour ordonner à Kogane d'ajouter une règle. Désormais, Megumi Fushiguro, qui est donc Sukuna je le rappelle, aura la possibilité de lancer la grande fusion entre Tengen et la population japonaise. Cette nouvelle règle est donc ce que nous avons vu au chapitre précédent lorsque Sukuna mangeait le mini Tengen. Ainsi, la création ultime de Kenjaku peut à tout moment voir le jour. Tout dépend du bon vouloir de Sukuna. Dès lors, Yuta sans perdre une seconde fonce sur Kenjaku, lui transperçant le crâne. Et ce dernier prononce ainsi ses dernières paroles. Il est heureux que la dernière personne avec qui il a joué soit Takaba. Maintenant, c'est au tour des autres personnages. Il est persuadé que ce sera très amusant. Et c'est ainsi que l'histoire de Kenjaku semble être terminée. Hein ? Vous ne pouvez pas me dire que l'antagoniste fascinant et fasciné qu'est Kenjaku est fini de la sorte. Il a survécu à plusieurs utilisateurs du sixième œil. Il a réussi à sceller Gojo Satoru le plus fort des exorcistes. Il a réussi à créer un réceptacle capable de contenir la puissance colossale du roi des fléaux. Il a dressé un plan sur 1000 ans d'existence qui a été un franc succès. Il a survécu à un trou noir dévastateur, enfin bref, j'en passe. Tout ça pour finir de manière aussi simple, avec des paroles aussi bateaux? Non, je peux pas y croire. Pour me conforter dans mon déni, qui n'en est sûrement pas un, on va voir comment Kenjaku pourrait revenir. Tout d'abord, pourquoi devrait-il revenir? Kenjaku est le nœud d'énormément d'intrigues dans l'histoire. Premièrement, énormément de mystères autour de Yuji pourraient être résolus par Kenjaku. Sukuna disait lui-même que Yuji vient de l'ancien temps et que Kenjaku créait les choses les plus répugnantes. Yuji n'a même pas eu de confrontation face à son géniteur. Pourquoi Jin s'est laissé manipuler par Kenjaku? Comment le grand-père de Yuji a découvert la réelle identité de Kenjaku? Et pourquoi Kenjaku s'est intéressé à la famille Itadori? Il y a encore plein de questions et seul Kenjaku peut nous donner la réponse. Deuxièmement, quel est le lien entre Sukuna, Tengen et Kenjaku? Pourquoi Kenjaku appelait Tengen ma vieille amie? Tengen a conservé le corps de Sukuna dans une de ses barrières pendant plus de 1000 ans. Pourquoi a-t-elle fait cela? Le lien entre ces personnages est vraiment trop flou encore. Sukuna ne dit aucun mot concernant la soi-disant mort
de Kenjaku et je trouve ça trop suspect. Troisièmement, on ne connaît rien de la technique occulte de Kenjaku. On ne sait pas qui il était à l'origine et on ne sait pas comment se déroule le rituel de transfert. Ainsi, il y a encore trop d'intrigues et de questionnements concernant le personnage. Je pense et je souhaite qu'il revienne et d'après moi, c'est très possible. Allez hop, on rajoute Kenjaku à la liste des personnages dont on attend le retour. Maintenant, intéressons-nous à comment Kenjaku pourrait revenir. Kenjaku a appris à Sukuna comment diviser son âme en plusieurs reliques maudites. Qu'est-ce qui nous dit que Kenjaku n'a pas utilisé exactement la même manœuvre? Il est capable techniquement de diviser son âme, il a permis la réincarnation de plus d'une centaine d'exorcistes du passé. Vous allez me dire qu'un type qui a organisé la traque mortelle n'a pas trouvé un moyen d'organiser son retour? Je pense que Kenjaku a un plan beaucoup plus rodé que ce que nous pensons. Il y a plusieurs phrases de Kenjaku dans le manga qui sont très intrigantes. À plusieurs reprises, ce dernier expliquait quelque chose, mais sans jamais vraiment finir sa phrase. Lorsqu'il expliquait la traque mortelle à Oraume, il annonçait quelque chose au sujet de la traque mortelle, mais n'a jamais terminé son explication. Lorsqu'il annonçait que Tengen n'était pas digne de confiance et qu'elle n'annonçait pas toute la vérité, il allait encore une fois expliquer quelque chose au sujet de la traque, mais n'a jamais fini sa phrase. Et dans ce chapitre, encore une fois, Kenjaku explique quelque chose de très intriguant. Il annonce tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est devenir le parent du rituel via la traque mortelle, 3 points de suspension. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et si la traque mortelle était en fait un rituel de réincarnation? Et si depuis le début, Kenjaku avait un plan qui allait au-delà de tout ce qu'on pensait? Lorsque Kenjaku prononce ces mots, ce sont bel et bien ses derniers mots. Mais peut-être que ce sont ses derniers mots dans le monde que nous connaissons. Le monde avant la grande fusion de Tengen et de la population japonaise. Kenjaku reviendra, mais dans un corps différent. Un corps qui va au-delà de tout ce qu'on a connu. Nous ne savons toujours pas exactement quel est le pacte entre Sukuna et Kenjaku. Kenjaku a une relation ambivalente avec la mort, de par son sort. Il sait diviser son âme. Il y a une chance qu'une partie de l'âme de Kenjaku soit présente dans ce mini Tengen. Ce qui me fait dire ça, c'est que Tengen est désormais comme un fléau que Kenjaku a soumis. Tengen a été victime de la technique de manipulation des fléaux. Dès lors, pourquoi Tengen n'a pas été libéré en même temps que tous les autres fléaux? Si Tengen ne possédait pas une partie de l'âme de Kenjaku, logiquement, il aurait dû être libéré. Mais ici, Tengen a un comportement bien particulier. Et c'est sûrement parce que il possède une partie de l'âme de Kenjaku. Kenjaku a créé Yuji, qui a une relation bien particulière avec l'âme. Qu'est-ce qui nous dit que Kenjaku n'a pas une compréhension de l'âme vraiment développée? Kenjaku dit qu'il a un coup d'avance, et je pense que ce n'est pas anodin. Pour toutes ces raisons, je pense que Kenjaku reviendra dans le corps du fléau, qui naîtra de la fusion entre Tengen et la population japonaise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, revenons sur Yuta vs Sukuna. Dès son arrivée à Shinjuku, Yuta remarque que Sukuna commence à récupérer son sort d'inversion. Ce n'est qu'une question de temps avant que Sukuna récupère son extension du territoire. Par conséquent, le temps est vraiment limité pour les alliés. Il faut qu'il réussisse à vaincre Sukuna avant qu'il puisse réutiliser son extension. Yuta se considère directement responsable pour ce qui est arrivé à Iguruma. Il se demande s'il a pris la bonne décision. Peut-être que s'il était resté face à Sukuna, le plan avec l'épée du bourreau aurait fonctionné. Mais Yuta réalise rapidement que Rika était la meilleure option face à la horde de fléaux de Kenjaku. Rika se met alors devant Sukuna pour faire diversion. Yuta tente d'attaquer Sukuna avec son épée, mais Sukuna réussit à bloquer le coup avec une maîtrise hors du commun. Il enveloppe sa main de mini slash comme une tronçonneuse, lui permettant d'arrêter l'épée sans la toucher. Mais quelle utilisation de fou furieux. Sukuna Kaizen encore une fois. Yuta switch son épée dans sa deuxième main et envoie un coup de poing dans le ventre de Sukuna, blessant sa deuxième bouche. Yuta et Rika acculent alors Sukuna. Et à ce moment précis, Yuta balance, attention, son extension du territoire. Amour universel et sans équivoque est le territoire de Yuta. Le territoire de Yuta est juste magnifique et extrêmement symbolique. C'est un cimetière possédant également des nœuds japonais symbolisant l'amour. Ce territoire incarne la relation entre Yuta et Rika, étant teinté par l'amour mais aussi par la mort. Je trouve ça très intéressant que Sukuna, celui qui ne croit pas en l'amour, soit face à Yuta qui tire justement sa puissance de l'amour. J'en avais parlé amplement dans cette vidéo, mais c'est un réel duel d'idéologie. Dans le territoire de Yuta, il y a un nombre incalculable de katanas qui incarnent chacun une technique que Yuta a copiée. Dans son territoire, Yuta peut utiliser toutes les techniques qu'il a copiées sans restriction et en illimité. Et oui, vous avez bien entendu. J'avais émis cette théorie la semaine dernière, donc ça régale, je m'étais pas trompé. Ce domaine rivalise clairement avec les plus puissants du manga. Sukuna instantanément utilise la technique arcane panier du vide pour se protéger. Nous avions déjà vu cette technique, elle avait été utilisée par Reiji face à Megumi. C'est une autre technique anti-domaine qui est un prédécesseur du territoire simple. Yuta attrape alors un katana et utilise la technique Doro contre Sukuna. Cette technique réussit à blesser Sukuna en plein visage. Sukuna comprend alors le plan de
Yuta. Dans son territoire, Yuta peut utiliser toutes les techniques qu'il a copiées. Il peut attribuer l'effet imparable des territoires à chacune des techniques. À en juger au nombre de katanas, Yuta a sûrement un arsenal de techniques de fou furieux. Il a sûrement copié la technique de l'ange qui était extrêmement efficace contre Sukuna. Il pourrait aussi utiliser le sort d'Inumaki. Yuta compte acculer Sukuna, l'obligeant à maintenir sa technique anti-domaine et cela créera des ouvertures pour Yuji. Et oui, Yuji est un point culminant du plan. Yuji, avec ses points qui attaquent l'âme directement, pourrait réussir à extirper Sukuna du corps de Megumi. Grâce à ce plan, il sauverait Megumi, ils en finiraient avec Sukuna et surtout, il sauverait le Japon car Megumi récupérerait la possibilité de déclencher l'assimilation de Tengen avec la population japonaise. Si le plan fonctionne, cela clairement sauverait le monde. Yuji est ainsi la clé de voûte pour ce plan. L'affrontement Yuta Rika Yuji contre Sukuna promet de fou. Ça va péter de zinzin la semaine pro. Yuji est en train petit à petit de déployer son vrai potentiel. Nous avons enfin la confirmation que ses coups sont capables de toucher l'âme de Sukuna, ce qui est un exploit de fou. Yuji est un être très mystérieux qui arrive à déstabiliser le roi des fléaux. Sukuna disait que peu importe le nombre de fois où son âme serait détruite, il reviendrait toujours. Yuji est sûrement le personnage du manga ayant l'âme la plus puissante. Lorsque Mahito avait utilisé le rayon noir, il disait commencer à sentir l'essence de son âme. Yuji n'a pas encore utilisé le rayon noir face à Sukuna et rappelez-vous comment ses attaques l'avaient affecté face à Gojo. Nous n'avons encore jamais vu Sukuna utiliser le rayon noir qui incarne une extrême compréhension de l'énergie occulte et une compréhension totale de son âme. Lorsque Yuji utilisera des rayons noirs face à Sukuna, il pourrait réussir à l'extirper du corps de Megumi. Mais au-delà, il comprendra la réelle essence de son âme qui lui permettra de devenir ce qu'il avait annoncé durant son affrontement contre Mahito, une catastrophe naturelle pour les fléaux. N'oublions pas aussi les amis que Maki est toujours introuvable, elle pourrait surgir dans le territoire de Yuta pour surprendre Sukuna, le katana de Maki lui permet d'attaquer l'âme directement et ce dernier pourrait avoir un effet important contre Sukuna. Le climax du manga est proche, donc abonnez-vous pour ne rien louper la team. Voilà, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Comme d'hab, lâchez-moi vos meilleures théories en commentaire. On se retrouve toute la semaine à partir de 21 h en live sur Twitch pour lire Berserk et pour jouer à des jeux de fous furieux. Sur ce, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.